LCI 20h30, le grand entretien ce soir avec vous, professeur Pierre Squara, bonjour. Bonsoir. Vous êtes chef de service réanimation de la clinique Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine évidemment. Première réaction à ce chiffre qui vient quand même de dépasser la barre des 100 000 contaminations ce soir. 104 000, c'est quand même quelque chose de conséquent. On avait anticipé du point de vue du gouvernement, mais pas forcément aussi vite. Qu'est-ce que ça vous indique dans vos services? Est-ce que vous vous attendez à quelque chose d'encore plus massif que ce qu'on attendait jusqu'à présent? Alors, dans nos services, on n'a rien de massif. 104 000, c'est le nombre de personnes qui ont été contaminées. C'est le nombre de personnes dont on est sûr qu'ils ont été contaminés. Il y en a probablement beaucoup plus. Et ça va monter, comme chez les Anglais. Mais il ne faut pas confondre le nombre de personnes contaminées et l'afflux dans les hôpitaux. Je ne crois pas, comme l'a dit Dab, qu'il va y avoir un tsunami dans les hôpitaux. Parce que l'expérience d'Afrique du Sud, l'expérience anglaise, nous montre que ce virus, le Omicron, n'est pas extrêmement létal. Ça ne veut pas dire que ça ne va quand même pas nous poser de problème, parce que quand vous avez 100 000 personnes contaminées, et peut-être même 150, si oui, on compte ceux qu'on ne sait pas, mécaniquement, ça va bien atteindre quelques personnes fragiles, quelques personnes non vaccinées qui vont se retrouver dans les hôpitaux. Mais l'augmentation dans les hôpitaux, et notamment en soins critiques, ne sera pas proportionnelle à ces 100 000 ou à ces 150 000. C'est-à-dire que dans votre service, vous n'avez pas encore constaté de réelle panique, si j'ose dire, parce qu'on a appris aussi que ce soir que les hôpitaux d'Île-de-France avaient dû mettre en place, déjà, en tout cas pensent à mettre en place des évacuations de patients vers la région de Reims notamment. Vous, ce n'est pas encore quelque chose sur lequel vous planchez, pas du tout. Alors, je vous aurais dit non hier soir, mais aujourd'hui, nous avons fait face à un grand nombre d'appels que nous n'avons pas pu satisfaire. Et c'est quelque chose de nouveau, parce que jusqu'à présent, on avait géré assez facilement les demandes. Aujourd'hui, on a dû refuser une dizaine de patients. Mais ce n'est pas tant l'afflux des patients qui est en cause que le manque de lits. Parce qu'aujourd'hui, en Île-de-France, on doit en être à 680 patients de réanimation. Au maximum du mois de mars et avril 2020, on était à plus de 2000. Donc vous voyez, et il y a 4000 lits de soins critiques en Île-de-France. Donc ce n'est pas un problème de manque de lits, c'est un problème de lits fermés et de congés. Alors déjà, vous savez, il y a des infirmières structurellement qui sont parties, mais il y a aussi les congés de Noël qu'il faut bien satisfaire. Et sur les chiffres eux-mêmes, à quoi vous attribuez le fait d'avoir refusé justement récemment certaines entrées? Est-ce que selon vous, c'est parce que les fêtes justement battent leur plein, qu'il y a eu davantage de contamination à la faveur des rassemblements en famille notamment? Non, c'est que nous, jusqu'à hier, nous avons travaillé normalement. C'est-à-dire que nous avons rempli nos services de soins critiques avec notre activité normale. Et aujourd'hui, on doit en être à 6 ou 7 Covid qui viennent s'ajouter à l'activité normale. Et encore, nous avons la chance d'avoir le nombre de personnel requis, mais il a quand même fallu fermer des unités à cause des vacances. Donc du coup, on ne peut pas faire face finalement à ce petit plus de patients qui sont arrivés aujourd'hui. Hier, sur ce plateau, exactement à votre place, il y avait Jean-Louis Teboul qui évoquait des difficultés dans son service. Écoutez ce qu'il en disait, vous réagirez juste après. Actuellement, c'est difficile. C'est difficile, non pas pour l'instant à cause de l'Omicron, dont on ne connaît pas les effets in fine sur les formes graves. On espère que ces effets seront amoindris, surtout chez les personnes qui sont vaccinées, en particulier ceux qui ont une dose de rappel. Mais ce qu'on a surtout, c'est une vague Delta, puisque, souvenez-vous, le pic ou le plateau Delta était aux alentours du 14-15 décembre, et donc on est 10 jours après, et donc on se prend plein pot la vague Delta au niveau des formes graves. Donc actuellement, on a beaucoup de formes graves Delta dans les services de réanimation. Oui, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que là, on subit encore les hospitalisations liées au variant Delta, pas encore l'Omicron. L'Omicron, on sait qu'il se propage vite, mais pour l'instant, ça n'est pas lui qui charrie des gens vers les hôpitaux. Alors, à vrai dire, on ne sait plus aujourd'hui si ceux qui arrivent depuis quelques jours sont Delta ou sont Omicron. Mais c'est vrai que, j'ai parlé avec Jean-Louis il n'y a pas une heure, c'est vrai que nos patients actuellement réanimés sont des patients Delta, et cette vague est en train d'atteindre son pic, c'est-à-dire elle est en train de ralentir et probablement pour le début janvier de diminuer. Sauf que, comme ça s'est passé pour la deuxième vague,
où elle a été immédiatement suivie. Vous savez, la deuxième vague alpha était en train de baisser, et elle a été immédiatement suivie par le pic de delta. On ne voudrait pas que le même scénario se reproduise avec une diminution de delta et un pic d'Omicron. Mais, encore une fois, on est un peu rassuré sur le pic Omicron. Il va peut-être arriver, il va sûrement arriver, mais il ne devrait pas être catastrophique. Je ne crois pas à un tsunami. Parce que quand vous parlez de pic de la vague, vous voulez parler de celle du delta, c'est-à-dire que là, les 104 000 cas qu'on a recensés là en 24 heures, ça n'est pas le pic de cette phase-là. Oui, non, là c'est un nouveau pic d'Omicron. C'est une nouvelle vague. Parce que quand on dit pic, ça veut dire qu'on a atteint le sommet de la vague. Donc là, on est en train d'atteindre le sommet de la vague du delta. Mais on est en train de vivre le début de la vague de l'Omicron. Mais le début de la vague de l'Omicron, pour l'instant, ne remplit pas les réanimations ni les services d'hospitalisation. Parce que probablement, il est moins dangereux, moins létal. Et c'est l'histoire naturelle de toutes les viroses. Chaque virus est remplacé par un variant qui est plus contagieux, mais qui est moins dangereux. D'ailleurs, ça va ensemble. C'est parce qu'il est moins dangereux qu'il circule plus dans la population et qu'évidemment, il se reproduit plus. Est-ce à dire, je vais un peu loin peut-être sur la question, que c'est finalement la meilleure version possible du virus, ce variant, parce que du coup moins dangereux, parce que peut-être qu'à force d'être largement répandu, il va finir par provoquer une immunité. Est-ce que finalement c'est pas la meilleure chose qui puisse nous arriver dans la gestion de cette crise? Alors, si on est épidémiologiste et si on regarde uniquement les chiffres, oui, c'est tout à fait ça. Mais si on est réanimateur, on n'est pas sur la même échelle de temps. Nous, notre échelle de temps, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, on ne va pas avoir trop d'activités, disons, traditionnelles, parce qu'entre les fêtes, les gens ne viennent pas se faire opérer volontiers entre les fêtes. Mais à la rentrée, même si on récupère nos infirmières rentrées de vacances, on risque quand même d'avoir un peu de difficulté à faire face. Donc même si la vague est petite, en réanimation et en hospitalisation, il va quand même falloir y faire face. Et c'est le sujet probablement de la discussion lundi matin du gouvernement, c'est-à-dire est-ce que la vague qui s'annonce est gérable ou est-ce qu'elle ne l'est pas, et est-ce qu'il faut donc prendre des mesures, puisque le choix qui a été fait c'est de ne pas confiner la France, mais ça présuppose la contrepartie, une réactivité immédiate. Faisant du coup un petit peu d'anticipation, j'allais presque même dire de fiction. Une grande partie du pays a eu Omicron, le virus est largement répandu, il a bien chaud où il est content, il n'a pas besoin de muter. Du coup, il n'y a peut-être pas de 7e vague. Est-ce que finalement cette 6e vague pourrait être la dernière d'un point de vue purement viral? Alors, il faudrait poser la question à des virologues qui seraient plus compétents que moi pour répondre, mais ce qu'ils m'ont dit, c'est que oui, c'est l'histoire naturelle des viroses. On pourrait même avoir d'autres variants derrière qui viennent, comme la grippe saisonnière, compléter l'histoire naturelle de ce virus. Et de variant en variant, on aura une épidémie qui finira par s'éteindre. J'entends que ce serait une bonne nouvelle si bien sûr tout se passait comme ça, on n'en est pas encore sûr. En attendant, l'autre bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est que en cette période de fête, les gens se sont rapidement et en masse fait tester aujourd'hui. On l'a vu d'ailleurs ces derniers jours, on a atteint des records en ce qui concerne les tests qui ont pu être faits dans les laboratoires, les tests PCR, les tests antigéniques, les autotests même. Pourtant, il n'a pas toujours été facile de trouver des rendez-vous et de pouvoir le faire comme ça à la volée. Écoutez certains d'entre eux recueillis ce matin à Neuilly-sur-Seine. On a attendu depuis 9h du matin. On vient de passer. Il est quelle heure? Il est 13h30. On voyage demain. C'est pas sûr qu'on voyage à cette heure-ci parce que c'est minimum 24 heures ou maximum 24 heures. Il n'y a pas de précision, voilà. Vous êtes proche de la fin, là, vous avez hâte? Oui, on a hâte de passer notre test en espérant bien sûr qu'il sera négatif. Depuis combien de temps vous attendez? Depuis 8 heures. 8 heures ce matin. Donc en termes de temps, ça fait 2 heures, 3 heures? Ça fait 3 heures, je sais pas. 3 heures. Eh oui, ça a été compliqué. Malgré tout, c'est le bon réflexe à avoir lorsqu'on sait que, comme ça, des périodes de fête ont forcément provoqué des échanges entre les gens. Est-ce que le test suffit à nous mettre un peu à l'abri? Pas d'autre solution. C'est ce qu'on a. Le test suffit et plus d'1 million de personnes se sont fait tester aujourd'hui. Ça veut dire que les Français, qu'on dit rétifs et volontiers frondeurs, sont en fait beaucoup plus disciplinés qu'on le dit. Et ils ont bien compris que si on ne voulait pas contaminer ses voisins, ses amis, ses parents, il fallait, même si on était vacciné, se tester. Et selon vous, du coup, la gratuité des tests, c'est quelque chose de positif qu'il faudrait peut-être mettre en place dans certaines périodes plus que d'autres, notamment les fêtes? Alors, évidemment, mais
Enfin, je ne prendrai pas position. C'est pas que je suis pour, c'est que je pense qu'il faut. Enfin, dès lors qu'on parle de politique s'adressant à toute une population, on sort de mon domaine d'expertise. Le but, évidemment, que le plus possible de gens se fassent tester, le plus possible de gens se fassent vacciner. Maintenant, quelles sont les voies pour amener à ce résultat? C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Justement, vous croisez encore beaucoup de personnes non vaccinées dans vos services? C'est encore la majorité des cas de... Je n'ai que ça. Pour l'instant, je sais que j'ai des collègues qui ont des patients vaccinés, mais qui ont des maladies. Ah non, j'en ai un qui est immunodéprimé et vacciné. Donc, 1 sur 7. Donc, on ne peut que rappeler la consigne, faites-vous vacciner et vous serez à l'abri des formes graves. Absolument. Du coup, il y a aussi cette dose de rappel qui est évidemment dans toutes les têtes. On a avancé désormais le délai à 3 mois après la précédente dose pour pouvoir là aussi répondre au mieux à ce variant. 4 mois pour le gouvernement, 3 mois c'est l'avis de la haute autorité. Absolument. Mais toujours est-il qu'on a l'impression qu'on rapproche à chaque fois un petit peu le délai, comme si on était dans une espèce d'urgence qui nous faisait faire un petit peu, j'allais presque dire n'importe quoi, pourvu que ce soit le plus rapidement possible. Non, il faut essayer de comprendre. Quand on vaccine quelqu'un, on présente un faux au patient, un faux virus. Et l'Omicron, donc on a une espèce de soupe qui est censée représenter le virus, et là, l'Omicron, c'est pas tout à fait la même soupe. C'est-à-dire que nos vaccins, ils sont moins efficaces. Donc pour qu'ils gardent leur efficacité, il faut que notre immunité, elle soit à un taux plus élevé. Donc du coup, comme on sait que cette immunité, elle baisse avec le temps, eh bien, la meilleure solution, c'est de faire un rappel plus tôt pour nous maintenir à un taux d'immunité plus élevé. L'autre solution, évidemment, c'est de trouver un vaccin spécifique. Mais vu la rapidité de la diffusion de ce virus, les laboratoires nous disent qu'il faut 3 mois pour faire un vaccin adapté. Donc, il arrivera. Mais en attendant, il vaut mieux faire un rappel un peu plus précoce pour maintenir un haut niveau d'immunité et se protéger au mieux de cette nouvelle vague. Et potentiellement, ça peut sous-entendre qu'il y aura un 4e rappel, 5e dose, 6e dose, peut-être même trimestrielle, annuelle, tout ça est encore ouvert, c'est possible. Alors, c'est possible si on n'est pas capable de faire un vaccin spécifique. Mais si on est capable de faire un vaccin spécifique, on n'aura pas besoin de maintenir un si haut niveau d'immunité. Avec quand même la possibilité qu'en créant un vaccin spécifique, vous le disiez, ça prend quand même quelques mois. Pendant ce temps-là, un autre variant peut arriver et mécaniquement rechanger la donne, comme ça a été le cas ici pour le Delta. Rechanger la donne, mais en général donc un variant moins grave, et on rentrera dans finalement ce qui est la grippe saisonnière, c'est-à-dire un vaccin qui est efficace à 30 ou 40%, mais finalement ça n'entraîne pas de grands désastres dans la population, puisque c'est la grippe qu'on connaît, la virus qu'on connaît. Professeur Squarel, il y a aussi lundi un conseil de défense sanitaire organisé en urgence par le gouvernement pour tenter de répondre justement à ces contaminations, au fait que le pays est menacé d'être à l'arrêt. Médicalement, qu'est-ce qui, selon vous, alors je ne vais pas demander ce qui est à l'étude, parce que ça évidemment ça concerne un domaine politique et vous n'êtes pas forcément en lien avec ça, en revanche, mais médicalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour répondre au mieux à ce qui se passe actuellement? Eh bien, je ne sais pas, à l'heure où je vous parle, ce qu'il faut faire. Parce qu'on a des données qui viennent d'arriver, mais on sait que les jours fériés et les dimanches, il y a un certain nombre de données qui ne remontent pas aussi vite que nécessaire. Donc, il faut attendre d'avoir les retours de lundi pour savoir comment s'est passé le week-end. Et si, dans les données de lundi, on voit apparaître des données, une augmentation inquiétante du taux d'hospitalisation ou du taux de réanimation, il faudra faire quelque chose. Il faudra donner un tour de vis. Et c'est pas à moi de dire lequel, mais il faudra faire quelque chose. En revanche, si on a la bonne surprise lundi de voir que tous les chiffres seront montés et que le week-end ne s'est pas si mal passé que ça veut bien dire que l'Omicron, qui est quand même à l'œuvre déjà depuis quelques jours, n'entraîne pas un afflux de patients en hospitalisation et en soins critiques. Parce que c'est là le nœud du problème. C'est pas combien il y a de patients qui sont chez eux à prendre du Doliprane. C'est est-ce qu'on peut faire face dans les hôpitaux. Ça veut dire que du coup, il y a certains de vos confrères qui, eux, ont plaidé pour un reconfinement, au vu justement de ces chiffres de contamination. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être utile mécaniquement pour l'hôpital, ou est-ce que c'est complètement ubuesque de dire ça? Écoutez, mes confrères qui ont plaidé pour un reconfinement, ils devraient avoir la mémoire de tous ces reconfinements qu'on a demandé à tort. Donc je crois qu'il faut laisser ceux qui ont la décision à prendre. C'est compliqué. Il y a un grand nombre d'experts à consulter. Il y a des experts
médicaux, il y a des épidémiologistes, des virologues, des réanimateurs, il y a des experts économiques, et la synthèse de tout ça est forcément difficile. Il y a du coup aussi l'une des autres pistes évoquées, qui est certainement l'une des pistes privilégiées, c'est celle du coup d'un pass vaccinal, ça on le sait, il entre en vigueur en janvier, doublé d'un test pour entrer dans certains lieux. Il y a certains qui crient déjà évidemment un manque de liberté, une privation de liberté. Écoutez ce que disait justement Mathieu Slama, c'est un essayiste et un auteur, il était hier soir ici même sur ce plateau. On est en train de banaliser des méthodes de gouvernement qui sont pour moi inacceptables et vraiment autoritaires. On est en train de banaliser donc, le Conseil de défense, on est en train de banaliser des mesures attentatoires à l'état de droit, on est en train de banaliser même l'idée même de passe, et en fait on banalise tout ça et on se retrouve depuis 2 ans dans une situation qui moi m'inquiète beaucoup, on n'en voit pas la fin, et je trouve que ça devrait inquiéter quand même tous les démocrates de ce pays, aussi qu'ils soient médecins, qu'ils soient politiques, qu'ils soient citoyens. C'est entendable, ça, pour vous, médicalement, qu'on puisse s'inquiéter de ce genre de privation de liberté, comme il l'appelle, alors qu'on a quand même une réelle urgence sanitaire? J'ai envie d'appeler Sartre au secours pour une fois. L'existence précède l'essence. Et là, finalement, la vie précède la liberté. De quelle privation de liberté on parle? Dire, être obligé de montrer son passe, d'aller faire un vaccin pour éviter de contaminer son voisin et peut-être de le tuer. Dire, on est quand même là dans une privation de liberté toute relative dont l'enjeu est considérable. Et donc, non, ce discours-là n'est pas entendable. Et j'ai eu l'occasion de contester d'autres commentateurs qui tenaient le même discours. Là où il y a un doute un petit peu plus concret, c'est sur les durées d'isolement, notamment pour le variant Omicron. Ça peut aller jusqu'à 17 jours dans un même foyer. Ça aussi, c'est quelque chose qui, sur le long terme, peut être dangereux pour l'ensemble du pays et donc paralyser une certaine partie de la France. Alors là aussi, ça va être une décision qui sera un compromis entre la médecine et l'économie. Mais ce qu'on sait du variant Omicron, c'est qu'il est plus rapidement contagieux. C'est-à-dire que globalement, il va peut-être être contagieux au bout de 5 jours. C'est-à-dire qu'on pourrait réduire la durée du confinement, puisque si on est contagieux plus tôt, on est plus contagieux plus tôt. Et donc, je pense que d'un point de vue purement épidémiologique, réduire à 10 jours serait possible. Peut-être qu'on réduira encore plus pour des raisons économiques, parce qu'on peut tolérer un certain nombre de contaminations pour maintenir l'économie du pays en action. Professeur Squara, j'ai aussi envie de vous demander comment vont les soignants que vous côtoyez au quotidien, dans quel état d'esprit ils sont après 2 ans de gestion d'une pandémie. On a eu tendance au début à les considérer comme des héros et à oublier un petit peu au fil du temps qu'ils étaient toujours en première ligne et que leur travail, en tout cas dans ces conditions, n'était peut-être pas nécessairement normal. Et je vous invite à venir chez moi pour voir des soignants qui ne sont pas dans la plainte continuelle, mais pour que des soignants soient satisfaits de leur situation, comme l'a dit un de vos commentateurs tout à l'heure, il faut leur apporter de la considération. Non seulement il faut augmenter leur salaire parce qu'ils sont trop bas, mais il faut aussi se préoccuper de leurs conditions de travail, de leurs ambitions, de ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et si on arrive c'est de la gestion de ressources humaines. Or, l'hôpital public aujourd'hui, c'est un dévoreur d'énergie dans son personnel. À tous les niveaux de l'hôpital public, depuis le doyen jusqu'à l'aide-soignante, les gens sont démotivés. Et ce n'est pas le cas dans les établissements privés. Donc, il y a une refonte du système à faire pour essayer de redynamiser ce système de santé qui est un petit peu à bout de souffle. Merci mais beaucoup. Qui coûte cher. Merci beaucoup, professeur Pierre Squara, d'avoir été avec nous ce soir pour ce grand entretien. Restez avec nous parce qu'on va vous emmener dans un instant dans les coulisses de la plus belle avenue du monde.